c'est M. Yeo Yacouba, coordinateur national du projet Mine Jardin en Afrique et pour la Côte d'Ivoire. Ce projet consiste à produire des produits locaux dans les sites maraîchers et à partir des produits obtenus sur ces sites maraîchers, on aide les cantines scolaires. Et ceci, il a son origine auparavant en Côte d'Ivoire, surtout dans le nord comme un peu partout. Le taux de scolarisation est très faible parce que les parents, leur activité c'est les travaux champêtres. Ils vont au champ et puisqu'il n'y a pas de déjeuner, les enfants sont obligés de partir avec eux au champ. Et ce projet permet de produire de l'alimentation, fournir l'école et ça fait que les parents acceptent d'envoyer les enfants à l'école parce qu'ils vont trouver à déjeuner. Et les 4 jours de la semaine, ils arrivent à manger. Donc ça, c'est l'un des objectifs principaux de ce projet. En plus, ça permet aux populations de revenir sur les pratiques anciennes parce que l'objectif pour nous, c'est de valoriser nos cultures locales et surtout de les sauvegarder. Donc dans ces jardins potagers, en plus des produits qu'on peut importer, on trouve des produits locaux. Le projet a démarré depuis 2008. On n'a pas encore reçu la visite de Slow Food, mais ils nous ont envoyé 2 financements. Ça nous a permis d'aider 2 écoles, l'école de Ngano et l'école de Nangunga, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Ça c'était la phase pilote. Nous sommes maintenant en train de lancer le projet à travers 50 groupements qui ont été identifiés au nord, au sud comme à l'est. Je crois qu'ils viendront en février, c'est ce qu'ils nous ont dit. Mais ils ont toujours envoyé le financement pour nous permettre en tout cas d'aménager des sites, de former les femmes sur les itinéraires techniques, de la culture, surtout biologique. C'est important parce que je vais faire un retour un peu en arrière. Il y a 20 ans, 25 ans, il y a certaines maladies qui n'existaient pas. Aujourd'hui, ces maladies ont apparu en milieu urbain et puis en milieu rural. Je veux parler de tension, du diabète, des ulcères. Et tout ça, on s'est rendu compte que c'est dû à l'alimentation. Et cette alimentation, aujourd'hui, avec la mondialisation, la globalisation, on utilise certains produits que nous ne maîtrisons pas forcément le mode opératoire. Et ces produits font un peu de dégâts. Et ça a créé pas mal de maladies et puis même des morts. Donc aujourd'hui, dans cet esprit-là, c'est d'amener nos parents à ne presque pas utiliser ces produits, sinon à les réduire. Et s'ils doivent les utiliser, savoir les utiliser. Pour ne pas que, en mangeant, ça crée encore d'autres maladies. Donc voilà un peu cet esprit que nous sommes en train de développer avec nos populations du nord, du centre comme du sud. Quelles sont les difficultés que rencontrent actuellement les producteurs ivoiriens ? Est-ce que revenir à des pratiques traditionnelles, justement, ça permet de passer outre ces problèmes ? Oui, aujourd'hui, le climat s'est beaucoup détérioré en Côte d'Ivoire et un peu partout. Le calendrier agricole ne le maîtrise plus. Il pleut assez. Quand je prends un cas simple dans le nord, on n'a que 4 à 3 mois de saison pluvieuse et tout le reste, la sécheresse. Et quand il pleut, ce n'est pas réparti de façon équitable comme ça se faisait avant. Il pleut abondamment sur 2 mois et puis c'est fini. Donc aujourd'hui, il est de plus en plus conseillé aux parents de prendre les variétés assez courtes parce que les variétés assez longues sont victimes du climat. Mais je pense que si nous revenons aux pratiques anciennes, peut-être que l'écosystème va se stabiliser et nous pourrons avoir une agriculture saine, une agriculture qui permettra à nos parents de maîtriser un peu le cycle agricole de leurs produits. Forsythie Fordev a des projets en Afrique et dans d'autres pays que la Côte d'Ivoire, Simon. Oui, on vient d'entendre parler de la Mauritanie aussi, mais des actions sont également organisées au Mali, au Sénégal, au Kenya, en Éthiopie et à Madagascar. Mais Forsythie Fordev est un projet qui est encore assez récent, donc ces partenariats n'en sont encore qu'à leur début.
Ça devrait véritablement se mettre en place dans le courant 2012. Et en dehors de ces actions très concrètes, Slow Food s'engage également dans des actions que l'on pourrait qualifier de plus politiques. Oui, c'est même devenu une force de proposition. L'association a lancé récemment une campagne à l'occasion de la réforme de la PAC, la politique agricole commune européenne. Le but, revenir à une agriculture plus humaine, plus locale donc, et surtout plus ouverte aux jeunes. Au final, c'est le retour à la terre comme moyen de sortir de la crise. C'est un nouveau paradigme contre cette crise. La défense de l'agriculture locale, la défense des produits locaux, la défense de les environnements et dans le même temps maintenir le savoir-faire, les grands patrimoines que les anciens de notre Europe il a donné. Il a fait des choses extraordinaires avec la pauvreté. Si nous n'allons pas avoir mémoire de ça, nous ne pouvons pas regarder au futur. Le futur, c'est une innovation bien réussie. Et la tradition aussi. La tradition, c'est une innovation bien réussie. Pour faire ça, il est très important de respecter la mémoire et dans le même temps avoir la conscience que la situation dans notre Europe, c'est dramatique. C'est une situation où les jeunes ne veulent pas plus retourner à la terre et la population paysanne dans l'Europe, qui dans le 1950, il a été de 50% de personnes, maintenant il est devenu seulement 3-4%. Plus de la moitié de ce petit pourcentage, il a plus de 65 ans. Nous ne mangerons pas les computers, les ordinateurs, les médias. Nous devons manger les pommes de terre, nous devons manger la tomate. Alors, s'il n'a pas un retour à la terre, qu'il donne dignité, orgueil à les jeunes, pas pour faire la vie mauvaise de son ancien, pour faire une nouvelle agriculture, mais une dimension durable, pas une dimension intensive. C'est ça, c'est la bataille que nous devons faire. Et ce changement passe aussi par un changement des habitudes de consommation des gens. Est-ce que les gens qui travaillent, qui ont des longues journées de 8 heures, 10 heures de travail, peuvent se permettre de prendre le temps comme ça, d'aller au marché, de cuisiner Est-ce que c'est possible ? Je pense qu'avec l'organisation, avec la nouvelle technologie, avec la réciprocité, la socialité, nous pouvons étudier de nouvelles formules de réaliser et de redonner le temps de vivre. C'est sûr, nous avons, et Slow Food, c'est pas seulement Slow Food, c'est Slow Life. Signifie que nous devons prendre des rythmes plus respectueux de notre vie. Et pour faire ça, comme dit un grand philosophe, Sénèque, la vie, il a beaucoup de temps. C'est nous que nous allons brûler le temps, à détruire le temps. Mais il a beaucoup de temps. Nous devons réfléchir sur l'utilisation du temps et retrouver des espaces pour la socialité, pour la poésie, pour l'amour, pour le respect des environnements. C'est tout chose qu'il n'est pas très connexe avec une idée très vite de réaliser le business, de réaliser l'argent, de réaliser l'avidité humaine. Prendre son temps pour avoir une vie plus respectueuse de l'environnement ne concerne plus seulement l'alimentation. C'est vrai qu'on voit de plus en plus d'appels à une vie un peu plus slow en général. Ça passe par la nourriture, bien sûr, mais aussi par nos modes de transport, notre façon de nous divertir, de travailler. Il y a même le mouvement du slow sex, plus de préliminaires pour plus de plaisir. Alors derrière tout ça, il y a toujours cette idée de prendre du temps pour soi, du temps pour profiter de ses proches et surtout fuir la culture de la performance à tout prix. On sera moins stressé et la vie n'en sera que plus belle. Merci beaucoup Simon Rosé. Notre rapport à notre alimentation est conditionné par des milliers de facteurs culturels, économiques et même politiques. Alors pour en savoir plus, rendez-vous dans 3 minutes après un point complet sur l'actualité. À tout de suite.